Eh bien écoute, bonjour Jean-Luc Flabot, je suis ravi que tu sois ici, d'autant plus que tu me fais un grand plaisir parce que tu as la crève, donc ça me fait vraiment plaisir de te voir. Salut Jean-Luc. Bonjour Valentin, bon écoute, je vais essayer d'avoir la voix la plus normale possible, voilà, Elle est et un assez plaisir, rocailleuse, c'est agréable. plein plaisir partagé. Alors, est-ce que tu peux nous dire un petit peu qui tu es? Donc tu es aujourd'hui le président de Fideliance, tu appartiens à un groupe, un réseau qui s'appelle le réseau CRO, et récemment tu t'es présenté aux élections du Conseil national de l'Ordre des experts comptables, si j'ai bien fait mes devoirs. Ouais, donc oui, t'as bien révisé. Donc je suis président de Crofidéance depuis de nombreuses années. Cabinet essentiellement basé sur Paris, région parisienne, avec des implantations à présent en province. On en parlera certainement tout à l'heure. Donc, membre indépendant de CRO-France, qui est un réseau international, et puis aussi membre d'une association technique qui est bien connue dans la profession, l'association ATH, qui a un conseil d'administration d'ailleurs ce matin. Et puis, parallèlement, un engagement dans les institutions. Donc, j'étais président de la CRCC de Paris il y a déjà quelques années, président d'un des deux syndicats de la profession, le syndicat ECF, donc président pendant 4 ans. Et puis, je me suis présenté pour la présidence au niveau du Conseil national de l'Ordre des experts comptables. Malheureusement, je suis arrivé deuxième, donc ce sera l'autre syndicat qui va présider, qui va piloter cette institution pendant les 4 ans qui viennent. Et parce qu'il y en a 3 maintenant, il y en avait 2 historiquement, il y a eu une scission. Ouais, alors il y a deux syndicats, que sont ECF, mon syndicat et l'IFEC, et puis il y a un mouvement, il y a un troisième acteur, un mouvement qui s'appelle EPA, qui en effet qui a été une scission d'une partie de ECF, notamment sur Paris, il y a 2 ans. Très clair. Est-ce qu'on peut commencer par un petit peu ton parcours, qui tu es, tu viens d'où, pourquoi tu fais ce que tu fais? Qui je suis? Je suis tourangeau, marié, 2 enfants. Et puis j'ai décidé, je suis arrivé sur la région parisienne à Fontainebleau au tout début de ma carrière. Je suis rentré dans un cabinet qui avait 5 personnes à l'époque. Ouais. Donc je crois que je vais avoir cette monotonie quelque part d'avoir un seul employeur de toute ma vie, parce que ce cabinet-là, c'est l'origine de Fideliance. Donc j'ai pas quitté la maison. Donc ça, c'était fin des années 80, donc ça date. Et puis donc on s'est développé, mais par rapport à qui je suis, je crois que j'avais 2 motivations. Je dis toujours, j'avais 2 motivations. C'était d'avoir un projet entrepreneurial. J'ai toujours eu ça. Pourtant, je viens pas du tout d'une famille d'entrepreneurs. Voilà, je sais pas, j'ai un gène quelque part. Donc je voulais créer une boîte, ou développer une boîte. Et puis la deuxième motivation, je voulais avoir un lien avec l'économie. J'étais toujours intéressé par l'économie. Et je me dis, être acteur modeste dans l'économie, c'est aider notamment les chefs d'entreprise. Donc il y avait ce deuxième raison qui m'a fait, je me suis dit, pourquoi pas l'expertise comptable, que je connaissais pas d'ailleurs, que je connaissais pas du tout. Et puis pour aider les entreprises, donc être dans l'économie, être acteur dans l'économie, et puis d'avoir un projet entrepreneurial. Donc voilà, c'est ces 2 raisons-là qui je pense, qui m'ont façonné, et qui m'ont lancé dans ce parcours. Très clair. Donc tu rejoins finalement ce cabinet où il y a 5 personnes en fin des années 80. Ouais. Aujourd'hui, chez Fideliance, vous êtes combien? Chez Fideliance aujourd'hui, alors ça évolue toujours, mais on est 450. Ok. On fait un chiffre d'affaires, on va dépasser cette année, on va dépasser le cap des 50 millions de chiffres d'affaires. Voilà, parce qu'on est c'est vrai qu'on est en progression constante. Donc, Ok. Alors du coup, comment on passe de 5 à 450 et de 500 000 balles de chiffre d'affaires, même pas parce qu'on parlait en francs à l'époque, de X milliers ou millions de francs à ce chiffre-là? Oui, déjà, il s'est passé 30 ans. Il y a quand même des entreprises qui ont des développements plus exponentiels que ce qu'on a pu faire, mais bon, c'est quand même pas mal. Et puis d'autant plus que nous, on est dans un rythme, on double notre chiffre d'affaires tous les 5 ou 6 ans. Par exemple, pour Valentin, pour te donner l'idée, parce que fin des années 80, c'est loin, mais en 2014, on faisait 14 millions de chiffre d'affaires. Et en 2024, on va faire 50 millions de chiffre d'affaires. Donc on double le chiffre d'affaires. Alors comment on fait? Je crois on a fait une politique de développement externe depuis des années. Okay. On a fait l'acquisition de cabinets. Ce qui est intéressant, c'est plutôt des cabinets qui sont venus nous voir. Aujourd'hui, j'ai
je fais une opération sur les 2 ou 3 qui me sont proposés. Donc on est plutôt sollicité sur ce point-là, et ça depuis un grand nombre d'années. Mais je veille toujours à avoir aussi de la croissance interne, de la croissance organique. Parce que je ne veux pas simplement que ce soit de la croissance externe. Et la croissance organique, je sais qu'il y a des cabinets d'une certaine taille qui ont que de la croissance externe, même avec des marques connues. Donc ça, je me bats pour avoir aussi ce mix croissance organique et croissance externe. De toute façon, dans tous les cours de strat d'entreprise, à partir du moment où on grossit que par la croissance externe, c'est qu'il y a un problème endémique au sein de l'organisation, et qu'on maquille les chiffres en achetant d'autres. Et j'avoue que je suis assez surpris je ne citerai pas des noms, mais de marques connues dans la profession. Et en fait, ils n'ont pas de croissance, ils n'ont pas ou très peu de croissance organique. Alors, je ne dis pas qu'on a des croissances organiques à 3 chiffres. Non, même pas. Mais j'aime bien qu'on se situe entre 8 et 10%, 8 et 12%, ce qui n'est pas toujours le cas, mais qu'on pousse sur cette croissance organique. Je crois qu'il faut les deux. Et comment est composé le chiffre d'affaires de Fideliance? Donc tu me dis que cette année on va dépasser les 50 millions. Combien représente la part d'expertise, la part d'exceptionnel, le juridique, le fiscal, le social? Alors ça, Valentin, je trouve que c'est une question très, très intéressante, parce que déjà, nous chez Fideliance, depuis des années, on a un adage qui est de dire on veut grandir et pas grossir. Et il y a dans ces cabinets, je dirais, je suis un cabinet de taille intermédiaire. Alors, le cabinet de taille intermédiaire, c'est large, mais bon, je me considère comme un cabinet de taille intermédiaire. Et il y a 2 types de cabinets de taille intermédiaire. Tu as des cabinets qui sont des... Alors, le terme est un petit peu rugueux, mais il n'est pas péjoratif dans mon esprit. Il y a des cabinets qui sont des usines à compta, c'est-à-dire spécialistes de TPE, PME, avec des missions traditionnelles, et c'est pas péjoratif parce que des fois ça marche très bien, et de toute façon ça correspond bien à un besoin de leurs clients. Donc, et puis il y a d'autres cabinets comme Fideliance qui ont une partie de cette activité traditionnelle. On a plein de TPE, PME dans nos clients, bien sûr, mais avec aussi des lignes de service fortes sur plusieurs métiers. On est présent sur l'audit, on fait 6 millions d'audits légal, tout type de mandat. On est très présent sur le secteur associatif. On est en progression constante sur notre pôle consolidation. On va atteindre les 3 millions d'euros. On a été précurseur. Aujourd'hui, on parle beaucoup de RSE, extra-financier, CSRD. Nous, ça fait 10 ans qu'on a investi sur ce secteur-là avec une associée qui s'appelle Sarah Guéraud, qui est passionnée de ce sujet-là. Donc, on est en avance, et aujourd'hui, on va faire... Ça reste très modeste, on va faire 1,5 à presque 2% de notre chiffre d'affaires, mais je suis... Comme objectif, j'ai donné que dans 5 ans, ce soit 10% de notre chiffre d'affaires. On a une filiale en digital, on a une filiale en gestion de patrimoine, donc on a 10% de nos effectifs sont des juristes. Donc tu vois, on a vraiment des secteurs d'activité, et l'objectif de tout ça, parce que si je reprends mon histoire, grandir plutôt que grossir, c'est quand je regarde aujourd'hui des cibles d'acquisition ou de rapprochement, j'essaie, soit c'est des cibles de missions qu'on a déjà, et donc je vais consolider un pôle, mais je suis quand même plus attiré par des nouvelles branches d'activité. C'est-à-dire, mon développement de croissance externe, pour moi, c'est un accélérateur. C'est un accélérateur parce que, comme de toute façon, au niveau des associés, on veut élargir à chaque fois la palette, et on a encore des trous dans la raquette. Eh bien, ça permet de dire, voilà, qu'est-ce qui peut être utile à nos clients, et voilà, donc c'est d'avoir la plus grande palette possible. Je vais switcher sur la question. Qu'est-ce qui intéresse aujourd'hui tes clients, et c'est quoi les idées que tu as dans le sac et que tu n'as pas encore mis en place? Quand je regarde nos activités, en plus là, on est en train de finaliser nos comptes du groupe au 30 septembre, donc on est en plein dedans. Quand je regarde nos activités traditionnelles se développent peu. Sur l'activité traditionnelle, c'est le package expertise comptable, juridique classique, et puis établissement fiscal, et puis établissement des payes. Sur les payes ici, ça se développe, mais sur le reste, ça se développe finalement assez peu. Donc, qu'est-ce qui va intéresser nos clients?
c'est tous les services à côté. C'est-à-dire, on se développe énormément sur toute la partie juridique avec de fortes expertises. On va assez loin là-dessus. Sur la partie digitale, même si en interne, je trouve que ça se développe pas assez vite. On devrait, voilà, mais on a un problème. C'est quoi la partie digitale? Digitale, c'est toute la partie aide. Alors, notre filiale digitale elle répond à deux besoins. Elle essaie de répondre à nos besoins internes, qui sont importants. Mais elle essaie aussi de répondre aux besoins de nos clients, notamment sur toute la protection des données, la protection des systèmes, voilà, tout. Donc ça va être cybersécurité, Ouais. DPO, etc. Ouais, Ça ouais. sert dans un premier temps au groupe Fideliance, Ouais. mais c'est aussi tourné vers Ouais, l'extérieur pour exactement. avoir des produits à destination des Et puis ça peut être aussi de l'installation d'un système, voilà. Donc tous ces sujets-là intéressent nos clients. Par exemple, notre pôle conso, on fait de la conso aussi sur des petits groupes, alors qu'ils n'étaient pas clients de cette activité-là. Sur la partie patrimoine, c'est toute la vie du personnel du dirigeant, bien sûr, qui a des besoins. Donc c'est sur tous ces sujets-là, toutes ces approches, que là, on a vraiment un intérêt des clients. Et d'essayer d'avoir un service le plus complet possible. En fait, alors, peut-être par manque de modestie de ma part, je me dis quelque part, nous, Fideliance, avec notre clientèle, nous c'est une clientèle de TPE, PME, ETI. On a une partie importante de TPE et de PME dans notre activité et d'ETI. C'est de dire, voilà, nous, Fideliance, on veut essayer de faire comme un grand cabinet, comme un grand réseau, de dire, voilà, j'essaie d'amener le service le plus complet à mes clients. Et d'ailleurs, alors la difficulté qu'on a, mais qu'on a depuis des années, c'est le savoir dire ce qu'on fait. Par exemple, on a des clients, ils ont été chercher un prestataire externe sur tel type de mission, par exemple la consolidation, et quand on leur dit, tiens, on aurait pu faire ça pour vous, ah ben on ne savait pas. Ou sur une partie, CSRD, on commence à avoir l'habitude, et là c'est plus des entreprises de taille importante, ou du juridique. On arrive, je ne savais pas que vous faisiez ça. Et ça, tu penses que c'est un problème de process et de communication? Oui, okay. Complètement. En fait, comme on a un périmètre de compétences qui est large et qui évolue régulièrement, on a même des problèmes en interne. Parce qu'on a une vingtaine de sites avec des associés, 25 associés, et à un moment donné, c'est même l'associé alors je caricature un peu, mais quand même, c'est l'associé qui ne va pas exactement savoir qu'on aurait pu faire ça ou qui s'y est pas intéressé. Donc, c'est pas de sa faute qu'il ne soit pas intéressé, c'est nous qui n'avons pas assez informés là-dessus. Et il y a des partages d'honoraires quand c'est ça, parce que par exemple dans les cabinets d'avocats que je connais pour le coup très très bien, quand on a plusieurs départements au sein d'un cabinet, ce qui est à peu près la même chose, plusieurs offres de services, etc., il y a du partage d'honoraires qui est mis en place en disant mais en fait si l'associé A envoie du business à l'associé B sur un autre secteur d'activité, il va toucher une quote-part de ce chiffre d'affaires apporté au sein de son PNL propre. Est-ce que ça c'est quelque chose que vous identifiez, vous imaginez? Oui, mais qu'on limite. Parce qu'en fait quand on fait des acquisitions de cabinets, c'est des cabinets qui deviennent des filiales du groupe. Et régulièrement, tous les 4-5 ans, on essaie de justement d'enlever ces filiales, de les intégrer dans le groupe. Parce que c'est toujours des discussions, c'est toujours des comptes d'apothicaires. Donc on essaie, alors on a des filiales, mais on essaie c'est des filiales 100% dans un premier temps ou pas? Comment? C'est des filiales 100%? C'est des filiales, non, ça peut être des filiales, souvent ce sont des filiales à 100%, où quand il y a un dirigeant soit les dirigeants sortent, parce qu'ils veulent vendre, partir à la retraite, et là c'est du 100%, soit ce sont des minimum pour nous 60%, parce qu'il y a des animateurs, des associés qu'on va garder. Donc, mais après, on essaie de les mettre à 100% et de faire remonter les associés dans la structure holding. C'est quoi les typologies de clients qui sont le plus représentés dans vos portefeuilles? Est-ce que vous avez des secteurs déterminés, des tailles d'entreprise cibles? C'est quoi les clients qui vous ressemblent le plus et qui vous plaisent le plus? En fait, je crois qu'on fait quasiment tout à part la très grande entreprise. Et encore, on intervient sur une ou deux. On a en nombre. Parce que nous, on est basé sur siège social historique à Fontainebleau. Donc, on est très présent en Seine-et-Marne, très présent dans l'Essonne, à Paris. Et à présent, on a décidé
d'investir la marque Crofidéliance dans d'autres villes comme Lyon. Lyon, on a fait une opération de croissance externe fin de l'année passée. On vient de faire une opération sur un cabinet à Lille. Donc on veut s'installer dans des grandes métropoles. Mais suivant les zones, si je prends par exemple la Seine-et-Marne ou l'Essonne, on va avoir un tissu, on a le tissu de la zone. C'est-à-dire, en Seine-et-Marne, ça va être beaucoup de TPE, PME. À Paris, ça va être beaucoup de... boîtes de services. Voilà. La partie conso, ils traitent... La partie audit, c'est plutôt de la belle PME ou de l'ETI. La partie conso, c'est encore des entreprises avec des tailles plus importantes. Donc c'est très varié. Mais c'est c'est pas si simple que ça, parce que tu vas pas avoir les mêmes interlocuteurs, tu vas pas avoir les mêmes intervenants. Celui qui va traiter la TPE ou la petite association de quelqu'un qui va traiter une belle PME. Donc il faut savoir segmenter. Donc c'est plus compliqué. Mais c'est enrichissant. Je n'aurais aucune envie de faire d'être je n'aurais aucune envie d'être l'hyper spécialiste d'un secteur d'activité unique. Un profession libérale, par exemple. Voilà. Non, mais il y en a qui sont très bons là-dessus. Alors, nous, c'est plus compliqué. Réellement, c'est plus compliqué parce que faut trouver. On essaie de segmenter le plus possible. On a le sujet sur la RSE. On a le sujet sur la RSE et on a une problématique sur ce point-là, parce qu'on a aussi des problématiques, on n'a pas que des succès. Sur la RSE, aujourd'hui, on arrive mieux à capter des missions de CSRD sur des très belles PME ou des ETI ou des groupes importants. C'est plus difficile de capter des missions sur la TPE, PME, des missions de RSE, de durabilité. Et surtout, ça ne va pas être les mêmes interlocuteurs. Donc, voilà, on a ce sujet-là. Mais vous avez la réglementation, là, pour le coup, qui va en votre sens, avec l'élargissement qui va être mis en place par Sapin, etc. Oui, mais en fait, nous, notre démarche, c'est de dire, encore une fois, d'amener le plus grand service possible à nos clients. Donc, on sait bien que des PME, des TPE, par exemple, qui sont sous-traitants d'un groupe, ils peuvent être en danger s'ils ne font pas cet effort de rapport RSE, de faire le minimum quelque part. Et donc, on doit informer et essayer de faire quelque chose sur ces entreprises-là. Et là, c'est compliqué. C'est compliqué en plus parce c'est le problème du nombre. Donc, voilà. Mais donc, pour te dire, nous, on a des segments très larges de clientèle, avec quelques secteurs d'activité qui reviennent, mais quand même. Mais voilà, c'est difficile, mais on tient à avoir ce panel-là. Et en plus, pour le groupe, même si c'est difficile, de côtoyer à la fois de la TPE et de l'ETI, ou de la belle PME, ça donne une certaine assise, parce que la TPE, contrairement peut-être à d'autres missions sur des ETI où tu vas être challengé parce que d'autres personnes veulent prendre ta place et c'est naturel, eh bien sur la TPE, tu peux avoir des dossiers qui vont rester des années ou des dizaines d'années au niveau du cabinet. Et ce sont des dossiers en plus qui vont prendre peu de temps à l'expert comptable lui-même. Quand tu es expert comptable d'une ETI, quand tu es associé en charge d'une ETI, ça te prend beaucoup de temps. Donc voilà, c'est pas les. On essaie de. C'est pas les mêmes objectifs, etc. C'est comme un mur provençal. On a des petites pierres, des moyennes pierres, et des grosses pierres, et c'est ça qui fait que c'est beau et que ça tient. Et donc voilà. Donc en fait, nous on a des segmentations de clients très diversifiées, avec des lignes de service très diversifiées. Donc tu vois, faut essayer que tout ça fonctionne. Il y a des échecs, il y a des échecs, il y a des insatisfactions, soit chez nous, soit de clients. Voilà, c'est la vie de tous les jours. Comment vous fonctionnez en ce qui concerne l'acquisition de nouveaux clients ? Tu parlais tout à l'heure de croissance organique. Qui est en charge aujourd'hui au sein de l'entreprise de pouvoir aller chercher des nouveaux clients ? Et comment ceux-ci viennent-ils de façon majoritaire ? Je ne veux pas entendre de bouche à oreille. Et c'est souvent ça. C'est souvent ça. Donc alors au niveau notre croissance organique, tous les ans, je t'ai dit tout à l'heure à peu près les chiffres, il y a une fourchette entre 8 et 12%. Tous les ans, je suis un peu déçu.
de ça, parce que je considère toujours qu'elle devrait être supérieure. Alors bon, 8 à 12% sur un chiffre d'affaires de 50 millions, ça fait quand même, un certain niveau de croissance organique. En fait, elle vient quand on fait l'acquisition. En fait, quand on fait l'acquisition d'un cabinet, mais en fait, c'est ce que j'explique à mes associés ou à mes managers. Je dis pourquoi elle devrait être supérieure. Quand on fait l'acquisition d'un cabinet, souvent le cabinet, nécessairement, il est de taille plus petite que nous, donc il n'a pas tous les services. Donc quand nous on arrive, il faut qu'on garde les collaborateurs et les clients. Ça on sait faire, c'est assez facile. Mais surtout, nous on amène des services complémentaires ce que j'ai décliné tout à l'heure, du service numérique, du service RH, du service droit social. Voilà. Et donc, en amenant ces services complémentaires, on devrait augmenter encore plus notre chiffre d'affaires. Donc, en fait, plus on arrive à croiser les synergies entre associés, entre managers, plus on aura une croissance organique. Et pourquoi je parle du futur ? Parce qu'en fait, il y a encore, à mon sens, du travail à faire sur l'optimisation de ces synergies. Je vois bien, quand je prends les chiffres, je vois bien les différences entre les différents sites, entre les différents animateurs des sites. Il y en a qui vont complètement se mettre dans cette synergie pour amener le plus de chiffres d'affaires au groupe. Et puis il y en a d'autres qui vont parce qu'ils connaissent mieux des avocats, parce qu'ils ont déjà un gestionnaire de patrimoine à l'extérieur, qui vont plutôt jouer cette carte-là. Et ça, c'est un peu dommage. Mais bon, et voilà. ça, vous le permettez ? En fait, dans notre développement, et c'est aussi le lien avec mon engagement au niveau des institutions, je suis très attaché à conserver un exercice libéral des associés. Voilà. Okay. Alors ça a une limite, parce qu'après c'est une discussion. J'essaie d'être convaincant, parce que autant avoir un chiffre d'affaires le plus important possible pour nous et de tout internaliser, mais voilà, il faut que nos associés se sentent à l'aise sur ces points-là. Alors peut-être que quand ils vont entendre ce podcast-là, ils vont se dire il est bien gentil Jean-Luc, mais c'est peut-être pas tout à fait la réalité tous les jours. Mais voilà, mais quand même, on va essayer d'expliquer que c'est mieux. Mais bon, si l'associé fonctionne très très bien avec tel avocat en dehors du groupe, l'important de l'important, c'est quand même la totale satisfaction du client. Vous fonctionnez avec de la sous-traitance à l'étranger ou pas ? Quand tu dis sous-traitance à l'étranger, je sais qu'il y a pas mal de gros cabinets, de cabinets de taille intermédiaire qui passent par exemple pour de la saisie manuelle et autres. Alors on avait repris un cabinet de taille assez significative en 2020 qui avait justement pour la sous-traitance à l'étranger sur de la saisie quelque chose à Maurice, et on est en train de réduire pour sortir de cette sous-traitance à Maurice, puisque avec la facturation électronique. Oui, voilà, on a fait. Nous déjà, c'était pas notre ADN. Okay. Après, voilà, on pouvait pas tout casser. Et puis finalement, quand on fait nos comptes, on a été assez loin dans toute la partie ossérisation de la saisie. Il y a encore des gains de productivité à faire. Il y a la facture électronique qui arrive. Donc voilà, on descend lentement le volume, et on l'a surtout pas étendu à d'autres cabinets. Donc c'était vraiment une volonté de voilà. Donc on fait tout ici. Très clair. Alors je sais que c'est pas l'approche d'autres cabinets, mais voilà, ça c'est un choix entrepreneurial. Je comprends bien. Les axes de développement sur les prochaines années pour ton groupe, c'est quoi ? Déjà, alors je te disais, il y a deux types de développement. Ouais. Il y a déjà un développement en fonction des lignes de service, et là on a encore des trous dans la raquette. Il y a à la fois des trous dans la raquette et puis une volonté d'augmenter la volumétrie de certains services, et puis il y a aussi un sujet zone. Donc si je prends le premier sujet, je te l'ai dit tout à l'heure, toute la partie RSE extra-financier, faut qu'on arrive à 10% de chiffre d'affaires. Et là je pense que déjà entre
ça a été très long. Hein. Je te disais, on a commencé il y a 10 ans. On a été précurseurs. Ça nous a coûté une fortune pour développer, alors qu'il n'y avait pas de chiffre d'affaires. Il y avait cette volonté de certains associés, notamment autour de Sarajevo. Donc aujourd'hui, là, là le marché est mûr et là, on est énormément sollicité. On est énormément sollicité. Voilà. Donc ça, ce sont des développements qu'on va faire. Sur la partie numérique, on devrait faire beaucoup plus que ce qu'on fait maintenant. Je ne comprends pas bien d'ailleurs, mais c'est des sujets. Voilà, sur la partie juridique, on est toujours en augmentation parce que là, il y a des véritables besoins. Je sais que tu connais bien la profession d'avocat, mais voilà. Donc, et puis après, il y a des services qu'on n'a pas. On n'a pas d'évaluateur. On a essayé 3 fois de suite d'avoir une ligne Transaction Service, TS, Transaction Services. On n'y est pas arrivé. Donc on va remettre se remettre sur le chantier. Donc tu vois, il y a des lignes de service qu'on n'a pas ou qu'on a échoué. Pour l'instant, tu vois, la partie TS, on a échoué 3 fois de suite parce qu'on n'a pas eu les bons interlocuteurs, etc. Donc ça, il faut qu'on développe. Et du courtage, par exemple, du courtage en prêt, du courtage en assurance, des agences immobilières qui s'occuperaient, par exemple, des baux commerciaux, des choses comme ça, non? Alors, on a... ouais, enfin, Pourquoi pas ça, je l'ai pas encore, on l'a pas encore analysé. Mais je veux quand même plutôt des services avec ce qui est le cas d'ailleurs, avec vraiment de la valeur ajoutée pour les clients. Okay. Donc, et puis après, il y a la partie zone. Où est-ce qu'on veut s'installer? Donc on était très, j'allais dire parisien, très francilien, parce qu'au départ, on est avant tout Seine-et-Marnais, après l'Essonne, Paris. Donc aujourd'hui, on s'est installé à Lyon. Bon, à Lyon, de façon modeste, il y a une quinzaine de personnes. Et puis là, on vient de reprendre un cabinet à Lille où il y a une 50aine de personnes. Et donc, l'objectif, alors c'est pas aller de s'installer n'importe où. Enfin, quand je dis n'importe où, voilà, c'est l'objectif, c'est de s'installer dans des endroits faciles d'accès. Par exemple, étant nous à Fontainebleau et à Paris, on n'a pas d'installation sur toute la partie ouest de Paris. Parce que c'est aussi compliqué de Fontainebleau, c'est plus compliqué quand tu es à Fontainebleau d'aller dans le Val d'Oise que d'aller par exemple à Lyon ou Lille. Pour moi, c'est important d'avoir des accès assez faciles. Très clair. Et comme par exemple début janvier, je fais tous les ans, là je l'ai décalé parce qu'il y avait j'étais en campagne, mais tous les ans je fais la tournée des sites. Je fais la tournée des sites avec l'ensemble des collaborateurs, des effectifs pour faire le point. Donc c'est important d'avoir des accès assez simples. Donc, comment vous financez votre croissance aujourd'hui chez Fideliance? Par dette bancaire? Ouais, par dette bancaire. Dette bancaire, et ça c'est pareil, pour moi c'est un sujet extrêmement important parce qu'il y a tout un... Donc déjà, il faut... on est très attentif à notre rentabilité. Parce que, voilà, c'est quoi les niveaux de renta aujourd'hui que vous avez? On est autour de 20%. Alors ça dépend quel niveau de rentable, mais on est autour de 20% pour être à... Voilà, donc c'est pour ça que je te disais tout à l'heure, il y a des dossiers que soit parce que stratégiquement ça ne m'intéresse pas, soit parce qu'au niveau rentabilité c'est un problème. Donc voilà. Mais pourquoi pour ce sujet, pour moi, extrêmement important? Parce que tu vois qu'il y a un mouvement qui arrive de façon très très rapide, c'est la financiarisation de la profession. Bien sûr. Moi, je te le dis en toute transparence, j'ai annoncé le lancement de mon activité en septembre. C'est le 7e fonds d'investissement qui me contacte pour me donner du cash et racheter des cabinets d'expertise comptable. Ouais. Ce que j'ai refusé de faire parce que j'aime pas trop les fonds d'investissement. Ah ben, on a un point commun. Et en fait, c'est ce qui me... En fait, si je reviens sur mon engagement politique, souvent les gens me disent, mais Jean-Luc, pourquoi tu es chez ECF? Pourquoi tu es chez ECF? Parce que ECF, c'est plutôt la défense des petits cabinets. Ok. Mais en fait, c'est pas la défense des petits cabinets. Pour moi, c'est la défense des cabinets libéraux, de l'exercice libéral, de l'exercice entrepreneurial. Et donc, moi, sur ce point-là, je suis très très bien avec ma taille de cabinet chez ECF, et je resterai chez ECF. Parce que ce que je crains, et après je vais te répondre sur la dette bancaire, ouais. Ce que je crains, parce que je suis sollicité comme toi, à mon avis, ça doit être par les mêmes fonds. J'en ai encore un qui m'a envoyé un mail hier.
En fait, ce que je crains, c'est que notre profession, elle ne soit plus entrepreneuriale. Elle ne soit dans les années qui viennent. Parce que si c'est des fonds, on voit bien ce qu'a donné la financiarisation dans d'autres professions, les labos, les professions médicales, même les GP. Bah, finalement, tes professionnels, ils deviennent des super salariés, mais ils sont plus, voilà, ils ont un fonds qui va dire, bah voilà, vous devez aller dans tel sens, voilà. Et donc, je préfère de la dette bancaire, aujourd'hui que je peux lever quand j'acquiers un cabinet, pour m'assurer que la totalité de mon capital du groupe soit détenue par des experts comptables. Alors en disant ça, et en voulant continuer ce système-là, je me rends compte que je suis déjà un peu à contre-courant. La tendance, c'est quoi? C'est une financiarisation qui a déjà commencé en France, qui va s'accélérer. Donc des fonds d'investissement qui vont entrer dans les cabinets. C'est aussi, depuis quelques années, des cabinets de notre taille ou plus importants qui ont dépatrimonialisé. Voilà, les associations là, il n'y a plus de notion de patrimoine, et puis ils sont simplement rémunérés sur service partner, voilà. C'est plus des Ils sont rémunérés sur leur voilà, ils prennent des voilà, sur leurs chiffres, ils prennent des revenus. Et moi, j'ai pas envie de ça pour Fideliance, parce qu'au départ, et j'ai pas envie de ça pour le devenir de Fideliance. Moi, c'est un projet entrepreneurial. Et donc, moi, j'ai envie et pour l'instant, ça se passe bien, moi, j'ai envie d'avoir des associés qui soient des entrepreneurs. Alors, à 25, ils n'ont pas tous le même niveau d'esprit d'entreprendre, mais quand même, ils ont un revenu, ils ont une capitalisation quand ils vont sortir, voilà. Donc, j'ai envie... Et pourquoi j'ai envie de ça? Parce que je crois que dans notre métier, mais ça, c'est vraiment une conviction forte, tu parles à des chefs d'entreprise. Tu parles à des chefs d'entreprise qui prennent des risques tous les jours, d'autant plus avec cette période d'instabilité politico-financière quand même. On va voir ce que ça va donner cet après-midi, même si on n'a pas beaucoup d'espoir. Mais et ça me paraît important que pour parler à ces dirigeants-là, tu leur ressembles plus. Donc que tu sois un entrepreneur. Moi, j'ai pris des risques. J'ai pris et je continue à prendre des risques d'entrepreneur. Enfin, quand je dis moi, au niveau avec mes associés. Ouais. Donc, il y a une meilleure cohésion. Et donc, je ne vois pas, tu vois, plus tard, être dans un système où il y a un fonds d'investissement qui va nous dire il faut augmenter les marges sur telle chose, etc. En fait, j'ai pas envie. Pour moi, c'est pas trop l'enjeu. Je comprends ce que tu dis, mais pour moi, c'est pas trop l'enjeu parce que quand tu fais rentrer un fonds, tu vas faire rentrer un fonds minoritaire. Tu vas pas faire rentrer un fonds majoritaire ou un fonds d'equity qui va prendre le contrôle. En tout cas, moi, les fonds que je vois aujourd'hui qui viennent me chercher, c'est pas ça. Pour l'instant. Mais pour l'instant, tu as raison. Mais derrière, ce qu'ils identifient, on discutait avant que le micro soit allumé, c'est qu'il y a une anomalie de marché chez les experts comptables. Il y a du récurrent, qui est du récurrent important. Il y a des marges qui sont aujourd'hui des marges faibles, et ça on en discutera après, parce qu'elles ne sont pas travaillées, elles ne sont pas optimisées. Il y a eu une espèce de dumping vers le bas des prix des experts comptables. J'aimerais bien d'ailleurs que tu puisses me l'expliquer, parce que j'ai quelques hypothèses, mais je n'ai pas de certitude par rapport à ça. Et les prix d'acquisition qui sont proposés aujourd'hui sont des prix d'acquisition qui sont très faibles par rapport à la valeur que eux peuvent en tirer d'ici 3 ou 4 ans. Et je pense que c'est la raison principale pour laquelle ceux-ci souhaitent rentrer sur le secteur des experts comptables. Je ne sais pas si toi tu as la même vision. Oui, c'est ça. Et puis ils sont aperçus, les fonds, ils ont quand même pris des bouillons sur des activités IT. Et puis ils se disent, tiens, l'activité d'expertise comptable, même s'il y a des potentialités de rentabilité si c'est travaillé intéressante. Et puis surtout, c'est des activités pérennes et très résiliente, parce que finalement un expert comptable, et là on a une chose quand même inouïe, un expert comptable, quand l'économie va bien, lui il va plutôt très bien parce qu'il accompagne ses clients et tout se passe bien, et quand une économie va mal, le client a toujours besoin de son expert comptable. Je prends par exemple l'architecte, quand il y a une activité immobilière importante, il vit bien, puis quand ça commence à se rétrécir, il n'y a plus rien sur les planches à dessin. Et nous, c'est différent. D'ailleurs, c'est assez marrant parce que quand on voit un peu les graphiques qui sont faits par Xerfi, Statista, etc., quand l'économie va bien, les avocats et les notaires sont ceux qui gagnent le plus d'argent.
quand l'économie va mal, ce sont les huissiers et les administrateurs judiciaires, mandataires judiciaires qui gagnent le plus d'argent. Et le point névralgique entre ces 4 professions, c'est l'expert comptable qui est toujours assez stable et qui oscille en fonction de la typologie d'activité qu'il y a au sein du cabinet d'expertise comptable. Si on a des spécificités et des produits qui sont liés aux entreprises en redressement, en sauvegarde, en liquidation, etc., en période de crise économique ou de difficulté, ils vont être un petit peu au-dessus de ce qu'ils sont habituellement. Et inversement, quand il y a une activité de TS, de banque d'AF, de financement, et que l'économie va bien, on voit que ces cabinets-là montent. Mais il est toujours assez stable, le cabinet d'expertise comptable, il est toujours assez pérenne dans le temps. Et je trouvais que c'était assez intéressant de voir ça. C'est exactement ça, parce qu'avec cette résilience, je veux dire, quand le Covid arrive, j'ai mal dormi plusieurs semaines. Parce que confinement, tu te dis, tu as ta structure, tu as ton endettement, tu te dis, voilà, et puis après il y a eu les aides, etc. Et finalement, alors on était un peu perdus dans nos agrégats et dans nos mesures, parce que sur les encaissements, il y avait eu des décalages, peu importe, mais on a plutôt pas mal tenu, parce qu'on a beaucoup travaillé, voilà. Donc voilà, et c'est pour ça que que notre activité intéresse les fonds. Mais pour l'instant, quand je dis pour l'instant, j'ai aucune envie. Je pense que j'en ai pas besoin chez Fideliance. Mieux vaut une bonne dette qu'un mauvais associé. Ouais, c'est ça. Et bien sûr que certainement que ça pourrait nous aider, ça pourrait. Est-ce que ça pourrait nous faire aller plus vite? Bon, très certainement. Je trouve qu'on a déjà, parce qu'il faut suivre derrière. Ça pourrait peut-être nous aider à structurer plus, parce que encore une fois, par exemple, si je prends c'est des chantiers de tous les jours et c'est jamais optimisé. Par exemple, ça pas tant que ça, parce qu'en réalité, ils vont donner des guidelines, mais vous avez personne en interne pour pouvoir les opérer réellement. Ouais. Et donc, sur ces fonds-là, il n'y aura pas d'ETP qui seront détachés au sein de vos activités pour vous aider à processer, etc. Par exemple, nous, on a toujours un sujet, c'est nos services transversaux. C'est-à-dire, quand tu as des croissances relativement fortes, tu dois avoir des services transversaux costauds. Et nous, aujourd'hui, il y a 3 cas. Donc aujourd'hui, on fait 50 millions. Si demain, on fait 60 ou 70 millions, on a des services transversaux qui sont prêts à accueillir 70 millions. Ton deuxième cas, tu as des services transversaux qui sont un peu faibles et qu'il faut muscler. Et puis troisième cas, le plus compliqué, on a des services transversaux ou des responsables de services transversaux qu'il va falloir à un moment donné, c'est douloureux, mais peut-être changer parce qu'il y a une espèce de plafond de verre. Jusqu'alors, tout s'est bien passé. Mais il y a tout ça, je dirais. Et on a toujours, nous, des sujets de services transversaux parce que je reviens toujours à mon grandir plutôt que grossir. Ouais. Si tu empiles du développement, mais que tes fondations, elles sont pas bonnes, là ça va être simplement que grossir et ça va être plutôt le bazar. Et puis la maison se casse la figure derrière. Et oui, donc tu vois, donc sur ces sujets-là, peut-être qu'un fonds avec un regard extérieur, parce qu'ils vont avoir des gens qui ont vu d'autres organisations. Voilà, mais ça, c'est un cabinet. Enfin, ça, pour le coup, pour moi, c'est pas le rôle du fonds. C'est même pas pour moi, c'est le rôle d'un cabinet de conseil. Enfin, ça, c'est ce que nous, on fait dans les organisations quand on arrive. Ouais. On regarde les centres de profit, on regarde ce qu'il y a en face, on regarde comment on va pouvoir traiter, organiser, rationaliser. Pour moi, c'est pas le job du fonds. Peut-être en due deal, c'est quelque chose qui lui permettra de te dire en fait, on va pas te valoriser à X, mais plutôt à X moins 4%. Parce qu'en réalité, ton service transversal sur tel pan de ton activité, il est un peu faible. Et du coup, on estime qu'avec une augmentation de croissance à hauteur de 17%, alors que d'habitude tu fais entre 8 et 12, en réalité tu n'arriveras pas à suivre, donc ça va ralentir la croissance, donc les estimations que tu as mis, on les prend à la baisse et on sous-valorise ce que tu as pu évaluer. Mais ça ne sera pas le job du fonds de pouvoir vraiment faire ça en interne, en tout cas de mon point de vue. Mais honnêtement, on a toujours un décalage, on a toujours entre une croissance soutenue et puis derrière on a toujours un décalage défavorable. Mais après, tu sais, tu t'adaptes, tu corriges. Et en termes de logiciels, vous êtes équipé comment? Est-ce que vous avez en interne des CRM, donc des logiciels de commerciaux pour gérer les prospects, les suivre, gérer les missions et faire ce qu'on appelle du prévisionnel en termes de chiffre d'affaires? Est-ce que vous avez des ERP?
qui vous permettent de gérer votre cabinet en interne, donc pas simplement la comptabilité et la facturation, mais aussi la gestion électronique des documents, tout ce qui est boîte mail, tout ce qui est suivi des temps, etc. Donc, comment vous fonctionnez, alors comment ça, vous êtes équipé? c'est toute la partie c'est tout le travail, une partie du travail de notre DSI. Donc, D'accord. boîte mail, sécurisation, gestion électronique, ça on l'a. Mais par contre, en fait, on a plusieurs logiciels, on a plusieurs éditeurs. Et ça, c'est un vrai les éditeurs sont aussi un vrai sujet. Pourquoi plusieurs éditeurs? Alors sur la partie audit, on vient de basculer, enfin sur l'année, on révise audit, donc là on a un seul éditeur et on déploie. Mais par exemple, sur la partie conso, on a 3 éditeurs, parce que suivant les cas, ben, on va utiliser Cegid, on va utiliser via le report, voilà. Mais ça, à la rigueur. Mais sur la partie, le plus gros du morceau, sur la partie comptable, ben, on a 3 éditeurs. Nous, on avait un seul éditeur qui était Cegid. Ouais. Et aujourd'hui, depuis 2020, on fait l'acquisition du cabinet que je te disais, qui était d'une taille assez significative. À Lille? Non, là, c'était sur l'Essonne, donc Ok. à Giris. Et on s'est dit, bon, tiens, je vais faire un benchmark, on va les garder pour l'instant pour voir. Et puis, il y a eu 2 cabinets, notamment à Lille. Là, ils sont sur ACD. Donc, on se retrouve avec 3 éditeurs. Bien évidemment que sur, je pense, 2025, on va harmoniser vers un seul éditeur. Mais ce travail-là est très compliqué. Le choix est très compliqué. Parce qu'en fait, tu t'aperçois, moi, je ne suis pas un technicien, tu t'aperçois que, par exemple, tu vas avoir Cegid qui va te proposer Loop. Donc, tu t'aperçois qu'il peut y avoir quelques déboires, voilà. Mais tu t'aperçois quelque part qu'aucun n'est vraiment finalisé. Mais de toute façon, c'est plus cette notion de finalisation qui va compter. Donc, le choix est compliqué. Et de toute façon, donc on va essayer d'harmoniser sur un seul, soit un des 3, soit un. Donc on est en train de travailler dessus, mais tu vois, on aurait dû faire le choix en 2024 et finalement il nous manquait des données. Donc il sera certainement fait en 2025, mais de toute façon, on va continuer à avoir d'autres acquisitions. Ça, c'est un énorme risque. Hein. C'est un énorme risque de travailler avec plusieurs logiciels métiers en interne, parce que moi j'interviens j'interviens en tant que conseil, donc ça sur d'autres activités. De patrons d'ETI qui ont fonctionné notamment sur de l'acquisition externe, et je pense notamment à une boîte dans le secteur de l'industrie qui avait une quinzaine de sites sur le territoire national avec 4 logiciels métiers différents. Il a déposé le bilan à cause de ça. Ouais. Je sais que c'est pas la même chose, hein, mais ça, en fait, les infos remontent pas, ça crée des tensions en interne, on peut pas avoir une politique globale qui est pilotée parce que les infos montent pas de la même manière, pas au même moment, pas de la même façon, et c'est extrêmement difficile à gérer. Oui, mais tu vois, pour l'instant, alors c'est pas optimum, je sais, mais pour l'instant ça fonctionne, et surtout quand tu fais l'acquisition d'un cabinet, il faut mettre du change. Je crois que nous, notre méthode, elle marche pas mal. Pourquoi je te disais que tout à l'heure que les affaires, je ne vais même pas aller chercher les affaires à Vienne, j'ai beaucoup de chance. Parce que les gens disent, bon, quand c'est Fideliance, il n'y a jamais de conflit, il n'y a jamais de... Donc ça joue. Et pourquoi je touche du bois? Pourquoi il n'y a jamais de conflit? Pourquoi il n'y a jamais de clients qui partent? Pourquoi il y a rarement des salariés qui partent? C'est qu'on laisse du temps. C'est-à-dire on va faire l'acquisition d'un cabinet, on va laisser 2-3 ans. On va laisser 2-3 ans pour bien comprendre l'environnement, la structure, plutôt que d'arriver et de tout mettre carré. Il y aurait certainement, tu as raison, plus d'efficacité, mais tu aurais quand même des effets de bord. Voilà. Donc on se pose, on regarde, et quand on a fait des choses trop vite, finalement on l'a payé plus cher derrière. D'accord. Et j'avais une question à te poser, donc vous avez quand même un recul sur un certain nombre d'acquisitions qui se sont passées. Est-ce que vous voyez, donc par rapport à ce que tu nous disais tout à l'heure, et j'avais complètement oublié de poser la question, quel est le chiffre d'affaires que tu génères avec les services que tu apportes? Autrement dit, tu achètes un cabinet qui fait 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Au vu des services distincts et complémentaires que tu as de ce précédent cabinet, est-ce que tu as des ratios que tu as déjà calculés pour voir je devrais, mais on ne l'a pas parce que c'est très... mais c'est très variable, ça dépend, et puis ça dépend aussi. Ça dépend aussi. C'est compliqué parce que ça dépend aussi de la. J'ai 2 cas que je peux comparer là. En fait, si ta cible est très performante, tu
Faut pas l'acheter. Si, parce que mais tu vas pas la faire évoluer ou peu, parce qu'elle a été très performante. Voilà. Si par contre c'est pas le cas, il va y avoir plus de probabilité que ça augmente fortement. Mais tu vois, on n'a pas été jusqu'à ce niveau de détail. Par contre, nos opérations, et ça c'est important parce que pour moi le plus important, je t'en parlerai peut-être tout à l'heure, pour moi le plus important c'est la partie RH de nos structures. Et nos opérations de croissance externe, il n'y en a pas eu, même pour un petit cabinet, il n'y en a pas une seule où ça nous a apporté des compétences, ça nous a apporté des profils variés, à chaque fois, et je ne parle même pas de chiffres, ça nous a apporté des compétences. Tu vois, aujourd'hui on a un CODIR, un comité de direction de 6 personnes, et là je sais une des associées, 4 hommes, 2 femmes, on n'est pas encore bon en mixité, mais une des associées fêtait ses 20 ans de Filiance, et pourquoi elle était dans la corbeille, voilà, et aujourd'hui elle est au niveau du CODIR du groupe, donc bien évidemment qu'elle a apporté. Et ça, je peux multiplier les exemples. Alors, tu vois, je te parlais de la partie RH. En fait, moi, j'ai trois populations à satisfaire. Enfin, il faut que j'essaie de satisfaire 3 populations. Première population, number one, les équipes. Il faut qu'on puisse les satisfaire au maximum, c'est-à-dire sur la partie salariale, sur la partie management, voilà. Et tous les jours, il y a des insuffisances. Voilà. Ça, c'est la première population. Ma deuxième population à satisfaire, ce sont nos clients. Mais quand tu as pu satisfaire ta population des équipes, souvent, ça se passe plutôt bien parce que tu as su garder les bons profils, les gens très engagés sur Filiance. Et puis la troisième population, elle est importante aussi, ce sont les associés. Les associés. Voilà, tu vois, c'est tout cet ensemble qu'il faut. Voilà. Et c'est pas simple, parce que même au niveau des associés, plus de 25 associés, des métiers différents, des âges différents, c'est pas simple, faut pouvoir emmener tout le monde. Mais sur la partie RH, c'est extrêmement important. Tu vois, on a fait là, comme tous les ans, on fait une enquête interne, une enquête auprès de l'ensemble de nos collaborateurs sur la partie RH. J'ai déjà vu quelques commentaires qui ne me plaisent pas trop. Donc, mais qui ne me plaisent pas trop, c'est anonymisé, c'est très bien, mais qui ne me plaisent pas trop parce que je me dis, bah voilà. Il faut qu'on améliore ça, il y a des choses à faire. Et quand je dis la partie RH est très importante, on parlait de stratégie tout à l'heure avant voilà. Nous, on a des plans stratégiques tous les 5 ans, donc on a un plan stratégique là 2022-2026, et on fait souvent 3 à 4 axes, et cette fois-ci, l'axe numéro 1, c'est la partie RH. Parce que ce qui n'était pas le cas sur le précédent plan. C'était plus sur la partie commerce, acquisition de clients, etc. Et on s'est dit, comme on était en tension, parce qu'on est comme les petits copains, il ne faut pas se leurrer, comme on était en tension sur la partie recrutement, donc voilà. Et qu'est-ce que vous faites du coup pour la marque employeur, pour faire en sorte de faire venir des collaborateurs, des mémorialistes? On fait beaucoup de choses. On fait beaucoup de choses parce que en plus on a cette marque employeur et puis on a aussi on a produit notre rapport RSE parce que le RSE, il faut déjà se l'appliquer à soi-même. Exactement. Donc ça, c'est des choses qui ça te donne un petit peu de visibilité, ça te donne aussi une visibilité vis-à-vis de jeunes professionnels, etc. Donc on fait beaucoup de choses sur la marque employeur, on investit beaucoup. Mais finalement, on a toujours quand même des problèmes de recrutement. Tu vois, c'est là que c'est un petit peu paradoxal. Tu dis, tu as la chance de faire beaucoup plus qu'un cabinet de 20 personnes, parce que tu as plus de moyens, tu as plus de choses à raconter. Et finalement, tu sais, moi, je me suis quand même, c'est incroyable, je me suis quand même beaucoup baladé dans les cabinets de toute taille, de tous horizons, de toute activité, de tout lieu. Et finalement, tu t'aperçois en discutant, il manque partout 10% des effectifs. Un cabinet de 30 personnes, il va te dire c'est l'enfer, il manque 3 personnes. Un cabinet de 100 personnes, il va te dire c'est l'enfer, il me manque 8-9 personnes ou 10. Et voilà, et pourtant, on ne fait pas les mêmes choses. Donc,
Et pourquoi vous créez pas de boîte de formation? Tu vois, genre, On y a pensé, mais c'est parce que les journées font que 24 heures, tu as non, mais déjà ça, plein de sujets. en filiale, Mais, tu ouais, formes à tes métiers, ouais. tu fais payer les gens pour qu'ils puissent venir se former, par Pôle emploi, par des CPF, Ouais, tu les formes. ouais, Ceux que tu veux prendre chez toi, tu les fais venir chez toi. Ceux que tu veux pas chez toi ou qui veulent pas venir chez toi, tu les places dans des entreprises et tu te rémunères sur le placement au sein des entreprises. Moi, j'ai plein de copains qui font ça. On a ouvert quelques boîtes de formation pour des filiales. Et en réalité, c'est la meilleure des manières de fonctionner. Ça permet, à tes collaborateurs en interne, tes directeurs de mission, tes jeunes associés, de pouvoir former des gens et de pouvoir avoir un projet qui fait sens pour eux. 2, ça permet à des gars qui viennent se former, qui viennent apprendre un métier, de voir qui vous êtes, comment vous fonctionnez, à quel point vous êtes sympathique, ambitieux, tout ce que vous voulez. Et 3, ça te permet de sélectionner tes étudiants là où tu veux. Les bigs aujourd'hui, ils achètent des classes. Ils disent ce sera la classe KPMG, ce sera la classe EY, ce sera la classe Nextenso, etc. Et ça, c'est juste donner de l'argent. On ne donne pas de sa personne quand on fait ça. Et en réalité, vous formez à plein de métiers. Donc ça serait ultra pertinent de pouvoir le mettre en place. Mais sur la partie recrutement, c'est quand même hyper compliqué. Alors, ce qu'on essaie aussi de nous utiliser, en fait, Fideliance aujourd'hui, c'est quasiment entre 15 et 20 métiers différents, entre les juristes, les comptables, les gens qui font de la com, la partie RH, plein de métiers, la conso, voilà. Et c'est de dire aux gens, vous pouvez choisir au cours de... Parce que les gens, à la rigueur, ils font pas comme moi. Hein. Moi, je vais faire toute ma vie le même métier, même si quand même au niveau de Fideliance, j'ai fait des choses différentes, mais eux, ils veulent changer. Donc aujourd'hui, on commence à leur dire, voilà, vous pouvez choisir, si vous voulez changer de lieu de vie, vous pouvez le faire, ne serait-ce qu'en région parisienne ou à Lyon, et ça va se développer. Mais surtout, vous pouvez changer de métier. Je pense à une manager qui est passée d'auditeur à expertise comptable, et une autre qui est passée il y a plusieurs années d'expertise comptable. Et aujourd'hui, elle est passionnée depuis plus de 10 ans, elle est passionnée par la consolidation. Okay. Elle était à Fontainebleau, elle est sur le pôle consolidation de Paris, puis à présent elle est à Lyon. Voilà. Donc ça, c'est des choses qu'on essaie de mettre en place pour donner des choix de carrière. En fait, parce que quand on dit toujours grandir plutôt que grossir, ben c'est de faire grandir tes clients, mais aussi tes équipes. Et ben oui, c'est tout ça qu'il faut. Et comment ça se passe la gouvernance de Fideliance? Gouvernance de Fideliance, donc je te dis 27 associés, je crois. 6 personnes dans le CODIR. Voilà, donc 6 personnes au niveau du CODIR, donc un capital qui appartient à 100% au niveau des associés. La plupart des associés sont experts comptables, commission compte, mais pas tous. On a des gestionnaires de patrimoine, on a un informaticien, notre DSI est associé chez nous, on a un consultant en consolidation qui n'est pas, sur les deux associés en consolidation, un n'est pas expert comptable. Donc là, en fait, c'est l'ensemble de ces associés-là, il y a des conseils d'administration, et puis c'est le CODIR qui est des 6 personnes qui avancent tous les sujets. Soit c'est du descendant ascendant, soit c'est l'ensemble des associés qui ont défini un besoin et c'est au CODIR de pousser le sujet, soit c'est le CODIR qui inspire quelque chose, qui pousse quelque chose, voilà. Donc, très clair. Vous en êtes où au niveau des réflexions sur l'intelligence artificielle? Est-ce que vous avez des tests, notamment via soit votre DSI, soit votre filiale digitale? Et est-ce que vous avez déjà regardé des tests des IA, notamment des IA juridiques? Par exemple, l'IA de Lefebvre Dalloz, génial. Oui, on commence là-dessus. Justement, notre partie DSI est toujours en veille sur ces sujets-là, mais on n'est pas encore... je crois qu'on a un petit peu de retard. Ok, si ça t'intéresse, on pourra en discuter. Moi, j'ai fait quelques tests et je pourrais te les partager. Donc, on a... voilà, parce que... on a... et puis là, il y a toute la réflexion. On n'est pas... Et puis en plus, on n'est pas tout seul. Chez Fideliance, ça, c'est des choses où on s'appuie beaucoup sur l'association ATH. Ok. Donc là, il y a des partages de travaux sur ces points-là. Et qu'est-ce que vous apporte CRO? C'est quoi CRO? CRO, alors, ATH, c'est vraiment l'association technique. Ouais. Et CRO, c'est un réseau. Alors, si je prends un peu l'histoire de Fideliance, avant, on était dans le réseau Constantin. Constantin, c'était un cabinet français. Et
Et finalement, ça nous allait bien parce que c'était un réseau. Et il y avait aussi l'approche technique parce que c'était un cabinet français. Et puis Constantin s'est vendu il y a quasiment 15 ans, je crois, à présent, à Deloitte. Donc on a été obligé de quitter ce réseau-là qui nous allait bien. Et c'est comme ça qu'on s'est rapproché au niveau de Cros. Mais Cros, c'est le 8e réseau international au niveau mondial. Et donc, il te donne une marque, surtout une marque, et puis il te donne des possibilités d'avoir... si toi tu as un client, si j'ai un client Fideliance qui veut s'implanter au Brésil, je vais pouvoir l'accompagner avec mon homologue brésilien, ou vice-versa, le Brésilien qui veut créer... Voilà. Mais par contre, sur toute la partie technique de réflexion, sur l'audit, sur la fiscalité, etc., il n'y a rien, parce que chaque pays a ses spécificités. Donc c'est là. Mais voilà, pour répondre à ta question, Cros, c'est une marque, qui n'est pas la plus connue en plus, mais bon, c'est une marque. Et puis c'est surtout du business à l'international, in et out. Et ça coûte combien de faire partie d'un réseau comme ça ? Alors ça coûte cher parce que, mais je n'ai plus exactement le 200 000, 300 000, 400 000 par an. Non, ça nous coûte plus cher, notre taille, mais alors ça, tu as des frais directs et indirects. Ouais. Donc je ne voudrais pas dire de bêtises parce que c'est un de mes associés, Jean-François Cotin, qui s'en occupe, mais je crois que c'est 0,7% du chiffre d'affaires. Mais surtout, tu as des services, tu as des coûts indirects, parce que si tu es dans un réseau, faut l'alimenter, ce réseau. Bien sûr. Donc il faut dépêcher des ETP, il faut mettre en place des réunions, il faut... Ok, très clair. Ouais. Jean-Luc, je t'ai déjà pris beaucoup de temps. Est-ce que tu aurais un mot de la fin ? Le mot de la fin, c'est... Tous les jours, c'est une remise en cause. Tous les jours, c'est des doutes, t'as toujours un... En fait, je dis souvent, mon quotidien, c'est d'essayer de dépêtrer des merdes, en fait. Et c'est le rôle d'un président et de ma directrice générale qui m'accompagne depuis des années, Marilyn Brisset. On est là, alors les autres associés aussi, mais on est là, les trucs les plus compliqués arrivent sur notre bureau. Donc voilà, le monde parfait n'existe pas. Voilà, et, tu vois, dans la discussion qu'on a eue, je te parle de... Il y a les chiffres qui peuvent te faire penser que la croissance allait plutôt bien, et puis c'est une belle aventure entrepreneuriale. Et puis il y a toutes ces choses opérationnelles, voilà, qu'il faut corriger, il y a toujours, c'est toujours de l'imperfection, mais voilà, tu corriges. Très clair. Jean-Luc, je te remercie pour le temps que tu m'as accordé aujourd'hui. Merci à toi. Désolé sur peut-être mes quelques tout-sautements, mais j'espère. Il n'y a aucune difficulté. Je pense que tous les auditeurs et tous ceux qui verront cette vidéo ne te prendront pas rigueur. Je te souhaite une très belle journée. Je te dis à très bientôt. Merci beaucoup, Valentin.